Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de ce journal. Situation de la liberté de la presse au Maroc. Le Parlement marocain dénonce une ingérence des députés européens suite à la résolution pointant une détérioration de la liberté de la presse dans le pays. Grand meeting à Keur-Massar au Sénégal. C'était dimanche dernier. Rassemblement d'Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Sur scène, l'opposant a une nouvelle fois fustigé la présidence de Macky Sall. Puis les recettes de l'exportation d'électricité par l'Éthiopie vers Djibouti et le Soudan. Le bilan des autorités fait état de 32 millions de dollars engrangés durant le dernier exercice budgétaire. Dans la crise anglophone, le Cameroun dément avoir confié une médiation au Canada. Dans un communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux, le ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi, a déclaré qu'aucun pays étranger n'avait reçu le mandat d'arbitrer le conflit, et ce 3 jours après qu'Ottawa en a fait l'annonce officielle par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Pour rappel, les tensions historiques entre les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun avec le gouvernement central ont dégénéré en conflit armé en 2017 entre les forces armées et le mouvement revendiquant l'indépendance de ces régions. Le conflit a fait plus de 6 000 morts et près de 800 000 personnes déplacées. Le gouvernement burkinabé confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises. Le pays héberge actuellement un contingent de près de 400 soldats des forces spéciales françaises. Ouagadougou exige leur départ d'ici 1 mois, a déclaré le porte-parole du gouvernement burkinabé. Une façon de répondre aux demandes de clarification formulées par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Mais Paris veut que cette décision soit endossée par le chef de la junte en personne, le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités burkinabées ont récemment manifesté leur volonté de diversifier leur partenariat, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Parmi les nouveaux partenaires envisagés, la question d'un possible rapprochement avec la Russie est régulièrement évoquée. Le Parlement du Maroc dénonce des accusations fallacieuses des députés européens et une ingérence dans les affaires du Royaume. C'est le positionnement des autorités marocaines concernant une résolution du Parlement européen qui pointe une détérioration de la liberté de la presse dans le pays. Les eurodéputés ont mis notamment en lumière le cas d'Omar Radi, un journaliste indépendant critique envers le pouvoir, condamné à 6 ans de prison ferme pour viol et espionnage, des accusations qu'il nie. Séverin Douqueux revient sur cette crise diplomatique entre le Maroc et le Parlement européen. Les parlementaires marocains ont décidé lundi 23 janvier 2023 de reconsidérer les relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale en réponse à une résolution du Parlement européen au sujet de la situation de la liberté de la presse dans le royaume chérifien. Réunis en séance plénière à Rabat, ils ont unanimement rejeté les accusations fallacieuses des députés européens et celles qu'ils qualifient d'attaques inacceptables contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Royaume. Nous refusons donc ces tentatives qui sont autant d'ingérence dans les affaires intérieures du Maroc, y compris de son système judiciaire qui est caractérisé par son indépendance et son impartialité en instrumentalisant la Charte des droits de l'homme à partir d'allégations non fondées et fallacieuses. À l'origine de la brouille entre les deux parties, la condamnation du journaliste indépendant de 36 ans, Omar Radi, à 6 ans d'emprisonnement ferme pour viol et espionnage par la justice marocaine, fait n'ayant aucun lien avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression d'après le Maroc. La résolution des eurodéputés demande aux autorités marocaines de le remettre immédiatement en liberté provisoire et à mettre un terme au harcèlement de tous les journalistes, de leurs avocats et de leurs familles. Décision contre laquelle l'aucun marocain proteste, dénonçant vigoureusement des tentatives hostiles de porter atteinte aux intérêts du Maroc et de ternir l'image du royaume et franchissant par là la ligne rouge inadmissible de ses prérogatives et attributions. J'ai le plaisir de prendre la parole au nom du PAM pour exprimer notre position et notre refus catégorique de la position du Parlement européen. Cette décision systématique dans nos affaires et cette tentative d'influence sur le système judiciaire.
Le Maroc se dit fermement attaché aux droits de l'homme tels qu'ils sont internationalement reconnus et met en avant la crédibilité de ses institutions et mécanismes indépendants dédiés aux droits de l'homme. Le Maroc et l'Union européenne sont liés depuis 1996 par un accord d'association qui couvre d'étroites relations économiques et commerciales, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Les hommages au Cameroun à Martinez Zago, retrouvé mort dans des circonstances troubles. Le 22 janvier, le corps mutilé du journaliste camerounais, directeur de la radio Amplitude FM, a été retrouvé près de la capitale Yaoundé. Martinez Zago, qui dénonçait des affaires de corruption impliquant des personnalités de premier plan, était porté disparu depuis le 17 janvier. Une enquête est en cours pour élucider son assassinat qui scandalise et inquiète toute la profession. Séverin Douqueux. Des fleurs, des bougies au siège de la radio Amplitude FM à Yaoundé au Cameroun ce matin du 23 janvier 2023. Pas de signal antenne, les hommes de médias se sont rendus massivement dans l'espace, le temps d'un recueillement pour témoigner de la compassion mais surtout rendre hommage au célèbre journaliste et animateur de la scène médiatique camerounaise, Martinez Zago. Tôt dans la matinée du dimanche 22 janvier 2023, son corps mutilé a été découvert gisant sur le sol, non loin de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Sur les visages, on peut lire de la tristesse, mais surtout de la colère pour ceux qu'on considère comme des alertes sur la liberté de la presse au Cameroun. L'autre message que l'on veut passer à travers l'assassinat de Martinez Zago, c'est d'instiller la peur dans les milieux de la presse et auprès de tous ceux qui pensent que ce pays peut fonctionner différemment. Céder à la peur, c'est jouer le jeu des criminels qui ont assassiné Martinez Zago. Martinez Zago était animateur de l'émission radiophonique Embouteillage, dont les sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit à des personnalités d'horizons divers dont la gestion était constamment remise en question. Parmi son audience, les taximens et leurs passagers qui eux aussi ont pris la pause le temps d'un hommage. Vraiment, c'est une douleur très grande. Ça fait très mal cette histoire-là, de savoir que l'émission Embouteillage est finie pour des raisons qui n'ont pas raison d'être. Ça fait mal. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinez Zago avait été incarcéré pendant 2 mois en 2020. Le cas Martinez vient à la suite de nombreux autres, dont Jules Koumkoum, Bibi Ngota ou encore Samuel Ouazizi. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a assuré que tout est mis en œuvre pour élucider les conditions du drame et traduire devant la justice les auteurs de ce drame odieux. Retour sur le meeting à Keur Massar dimanche dernier au Sénégal d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. Des centaines de milliers de partisans ont répondu présents à l'appel. Sur place, grand dispositif sécuritaire pour ce rassemblement qui s'est tenu quelques jours après que la justice sénégalaise ait ordonné le renvoi de l'opposant Ousmane Sonko devant un tribunal criminel pour viol présumé. La défense dénonce depuis le début de cette affaire en 2021 une machination orchestrée par le président Macky Sall. Alors dimanche, devant une foule immense, l'opposant, candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2024, s'est exprimé sur la politique actuelle et est revenu sur ce qu'il qualifie de complot et d'acharnement contre l'opposition. Cheikh Omar Kamara. Telle une démonstration de force, le méga-meeting du parti PASTEF s'est tenu ce dimanche à Keur Massar, dans le 46e département du Sénégal. Ousmane Sonko, le leader des Patriotes, a réussi le pari de la mobilisation avec une marée humaine qui a répondu à son appel. Accusé de viol, le leader de l'opposition continue de crier au complot d'État. Selon l'opposant radical au pouvoir, il est hors de question qu'il soit le énième leader politique à passer sous le rouleau compresseur de la justice, appelant ses militants à la résistance. Depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifester, des exécutions extrajudiciaires. Il est temps que cela s'arrête. Je veux appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président, tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux, on peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population.
Le peuple sénégalais ne l'acceptera plus. En outre, Ousmane Sonko a profité de la tribune pour envoyer un message à la communauté internationale, arguant que ce que le président Macky Sall veut leur faire croire à propos de l'opposition sénégalaise est loin de la réalité. Nous nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Avec ce meeting qui a rassemblé une foule énorme, les patriotes lancent un message aux partis au pouvoir, comme pour dire qu'ils n'accepteront pas que leur leader ne fasse pas partie de la prochaine échéance présidentielle de 2024. Également, cette rencontre prépare le lancement officiel, le samedi 28 janvier 2023, d'une campagne d'enrôlement de 2 millions de primo-votants pour la présidentielle de 2024. Vers le renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Italie dans le domaine des hydrocarbures, plusieurs accords ont été signés par les deux pays ce lundi lors d'une visite officielle de 2 jours en Algérie de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Parmi ces accords, il y a un contrat de partage de la production pétrolière et gazière d'un montant de 4 milliards de dollars entre l'Algérie et des entreprises du secteur énergétique, dont le géant italien Eni. Avant l'offensive russe en Ukraine, l'Italie importait 95% du gaz qu'elle consommait, dont près de 40% provenaient de Russie. L'Italie cherche depuis à réduire sa dépendance en se tournant notamment vers l'Algérie. 32 millions de dollars, c'est le montant de la vente par l'Éthiopie de courant au Soudan et à Djibouti. Addis Abeba ambitionne de plus en plus de se positionner comme une puissance énergétique au niveau de la sous-région. Alors, ces 32 millions de dollars ont été enregistrés au terme des 5 derniers mois de l'exercice budgétaire, avec un total de 580 millions de kilowattheures d'électricité fournis aux deux pays situés dans la Corne de l'Afrique. Les précisions de Mildred Diamou. Les exportations d'électricité vers ses voisins, le Soudan et Djibouti, ont permis à l'Éthiopie de recueillir des recettes de plus de 32 millions de dollars au cours des 5 derniers mois de l'exercice budgétaire du pays. Les données de la compagnie électrique nationale Ethiopian Electric Power indiquent qu'un total de 580 millions de kilowattheures d'électricité ont été fournis aux deux pays au cours de la dite période. Vous savez que d'ici 2035, l'Europe a décidé qu'elle ne financerait plus des projets de développement et d'exploitation d'énergie fossile. Or, l'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable. Ainsi, l'Éthiopie ne manquera pas de financement pour développer ses capacités hydroélectriques. Si l'Éthiopie a des problèmes avec tous ses voisins, ça peut entraîner une baisse de revenus qui peut menacer même l'exploitation du barrage. Les revenus obtenus par l'Éthiopie grâce à l'exportation d'énergie électrique vers le Soudan et Djibouti ont connu une baisse de 6,2 millions de dollars par rapport aux 95 millions de dollars engrangés au cours de la même période de l'exercice budgétaire précédent. Un recul dû à la baisse de la demande soudanaise causée par les tensions qui existent entre l'Éthiopie et le Soudan depuis 2 ans sur la région frontalière contestée d'Al-Fashaga et sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Toute la question des infrastructures énergétiques devrait être des questions géopolitiques, mais également géostratégiques. Lorsque vous regardez la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Éthiopie, il faudrait bien que le pays devienne un peu plus innovatif. Au lieu de penser qu'on peut exporter le courant de manière brute, ça veut dire sur le réseau, peut-être qu'une bonne manière de faire les choses serait de produire de l'hydrogène localement et être en mesure de le vendre. Et là, le marché est complètement ouvert sur le plan international. Un total de 1700 gigawattheures d'électricité a été exporté de l'Éthiopie vers le Soudan et Djibouti au cours de l'exercice budgétaire éthiopien précédent. Environ 1109 gigawattheures d'électricité d'une valeur de 54,66 millions de dollars auraient été vendus au Soudan, tandis que Djibouti a importé 600 gigawattheures d'énergie électrique pour plus de 40 millions de dollars. A précisé que l'Éthiopie investit actuellement des milliards de dollars dans la construction de son projet de méga barrage dans le but de devenir un hub régional en matière d'énergie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.